jeune juriste bien formé qui passait par Sciences Po, Sciences Pi, la formation du professeur vivant, qui a fait des M1, M2 en droit économique, droit d'innovation, commerce électronique, qui est quelqu'un de passionné, et à ce titre nous nous sommes intéressés à lui et nous l'avons pressenti pour peut-être rentrer dans notre conseil et apporter un peu de vent dans les plumes de notre conseil. Je vous signale une lettre d'information qu'il édite avec deux de ses camarades, qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle La Mage. Je ne sais pas si La Mage, on peut y accéder sans recevoir un email d'invitation. Ah, c'est oui, donc voilà, j'ai le bénéfice de recevoir. Et, toutes les semaines, vous avez la totalité de l'information de ce qui se passe dans le monde du numérique, c'est très intéressant. Hugo, qui aurait pu devenir avocat, a été happé par une start-up du droit qui est Doctrine.fr, qui est peut-être connue les uns des autres, donc tu en parleras mieux. Disons en un mot, un nouvel éditeur qui propose des analyses avec l'intelligence artificielle de la jurisprudence, et donc il y a quelques soucis avec l'ordre des avocats. Je ne veux pas que les avocats soient répertoriés avec mon cher maître, vous n'avez pas du tout de décision dans la bonne spécialité, ou les magistrats qui n'ont peut-être pas très envie qu'on dise écoutez, vous rendez toujours ce type de décision, c'est un petit peu voilà. Donc effectivement, j'ai entendu quelqu'un qui disait que ce sont des barbares, c'est-à-dire les nouvelles technologies qui envahissent d'autres domaines. Je pense que le terme est inapproprié. Effectivement, les choses changent et nous avons avec Hugo un bon témoin de ce qui peut se faire. Donc aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet, donc c'est quelqu'un de passionné qui s'intéresse à beaucoup de choses, donc un sujet un petit peu technique qui est, puisque vous êtes DPO de Doctrine.fr, vous avez une expérience en tant que DPO. Vous avez pas mal d'expérience dans pas mal de choses, et peut-être un jour, si aujourd'hui, on pourra vous entendre sur un peu la vision qu'on peut avoir des évolutions des pratiques. Hugo, vous avez la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup André pour cette belle présentation. Peut-être un petit disclaimer qui s'impose. Je suis venu ici pour parler donc du TPO face à la sécurité informatique. Pas des problématiques éventuelles qui peuvent tourner autour de Doctrine, qui d'ailleurs en fait ne sont pas exactement ce que tu as détaillé. Si vous souhaitez discuter avec moi de cette problématique, je serais heureux de le faire après la conférence. Et donc aujourd'hui, on va plutôt parler d'unité de TPO et de la sécurité informatique. Next slide, please. Donc, le programme, ça va être d'abord de parler des sources de l'impact du TPO sur la sécurité informatique. Et ensuite, donc, de cette pratique, j'ai fait un plan hyper bateau, et vous m'en excuserez, je l'espère. Et donc, on va commencer tout de suite sur les sources. Et à ce propos, j'ai pris un peu de recul, et je suis revenu au titre du règlement, qui est donc relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Et donc moi, l'interprétation que j'ai du titre du RGPD, c'est que c'est vraiment un règlement qui a pour but de permettre les traitements de données à caractère personnel en les assortissant de garanties, en assurant la protection des données, mais il n'y a aucune interdiction. D'ailleurs, si vous cherchez le mot interdiction dans le RGPD, vous ne trouverez a priori qu'un nombre très limité de fois, notamment sur les données sensibles, pour ensuite permettre ce traitement lors d'un grand nombre d'exceptions. Et le RGPD repose sur cette notion de protection, à savoir qu'on assure la libre circulation des données à condition de les protéger. Et la notion de protection est nécessairement liée à celle de sécurité. Elles sont pas synonymes, mais elles sont corrélées l'une à l'autre. Les données seront protégées parce qu'on accorde des droits aux personnes concernées, elles seront protégées parce qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, et notamment la sécurité de ces données. Donc, je suis parti d'un syllogisme très simple. La mission première du TPO, c'est collaborer au respect du RGPD, s'assurer que l'organisme qui nous a mandaté est conforme à ses obligations.
L'une des obligations du RGPD, c'est la sécurité. Donc, par conséquent, le DPO est un acteur de la sécurité dans l'organisme. Et donc, la question, c'est comment ça se décline. On va commencer à parler de la détermination du risque, parce qu'il y a un article spécifique à la sécurité dans le RGPD, qui est l'article 32. Donc, je vous l'ai reproduit. Ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est qu'il impose une obligation de sécurité, mais elle est extrêmement relative et dépendante d'un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est l'état des connaissances. Il est évident qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on réagisse à des problématiques de sécurité qui sont inconnues. Par exemple, aujourd'hui, l'état du chiffrement, il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont réputés fiables. Si demain la Chine annonce la création d'un ordinateur quantique capable de pénétrer ces algorithmes fiables, on ne pourra pas reprocher à une organisation d'avoir eu recours à cet algorithme qui était dans l'état des connaissances parfaitement fiable. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc il y en a toute une série d'autres et qui reposent en fait vraiment sur, d'une manière générale, la particularité du traitement en cause. L'obligation de sécurité va vraiment se comprendre traitement par traitement, quelles sont les finalités du traitement, quelles sont les données qui sont traitées et quel est le contexte général, comment est-ce que ça va se décliner. Donc l'analyse du risque qui en découle est nécessairement concrète, au cas par cas, relative au traitement en cause. Donc ça, on est vraiment au cœur de la logique de responsabilité, accountability en anglais, qui est l'une des notions phares du RGPD. On arrête de prendre les acteurs par la main, en revanche on attend d'eux qu'ils soient responsables et qu'ils soient capables de justifier l'ensemble de leur choix. Donc cette obligation de sécurité, comme je vous le disais, elle se matérialise par une analyse des risques pour la personne, qui est détaillé par un certain nombre de considérants. D'abord le considérant 75 qui va lister vraiment un grand nombre de situations de risque. Là-dessus, je vous renvoie à la présentation de Blandine Poitvin plus tôt dans la journée, puisqu'elle avait excellemment bien résumé toute une série de risques qui peuvent avoir lieu. Donc des exemples, c'est le vol ou l'usurpation d'identité, la perte financière et ainsi de suite. Deux exemples qui sont donnés et qui nous concernent, nous, à Doctrine, c'est la perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel, puisqu'on permet aux avocats de faire des dossiers sur notre service et donc d'accumuler des décisions au regard d'un certain dossier qu'ils traitent. Et par conséquent, forcément, si ces données-là fuitent, donc si votre dossier personnel lié à votre compte en tant qu'avocat sur notre site fuite, eh bien, c'est des données couvertes par votre secret professionnel qui peuvent être évidemment se retrouver dans la nature. Donc, très grosse pression pour nous qui devons garantir à nos clients le caractère fiable de notre service. De la même manière, le considérant 75 mentionne le possible renversement non autorisé du processus de pseudonymisation. Et là, c'est un autre traitement qu'on effectue, qui est celui de la publication de décisions de justice. Une délibération de la CNIL de 2001 recommande à ce que les noms et les adresses des parties personnes physiques soient pseudonymisés dans les décisions de justice publiées en ligne. Bon, ça, c'est déjà une première bonne étape, mais en fait, quand vous regardez une décision qui va condamner un banquier qui aurait commis des infractions à l'encontre de la Société Générale et qui est condamné à plusieurs milliards d'euros, vous vous doutez très bien de qui je parle. Et donc, on a une très très simple ici inversion du processus de pseudonymisation. Donc là encore, l'analyse du risque va être quel est le risque posé pour les personnes et comment est-ce qu'on peut éventuellement réagir. De la même manière, donc, le considérant 76 dispose clairement que le risque est lié à la sécurité. Donc, plus les potentialités de violation des données personnelles sont liées au traitement, plus il faudra augmenter la sécurité, et à l'inverse, plus la sécurité est faible, plus il y aura des risques importants. Enfin, la lecture de l'article 24 à la lumière du considérant 23 nous détaille un certain nombre de mesures qu'il est possible de prendre. Donc,
Il parle notamment de chiffrement, de confidentialité. Donc c'est vraiment en fait, si vous considérez que le risque est élevé, logiquement vous allez prendre un grand nombre de mesures pour atténuer ce risque. Donc ça c'est un premier niveau d'analyse vraiment très haut niveau qui juste essaie de se demander est-ce que l'ensemble des traitements que j'effectue peuvent poser des risques pour les personnes, quel est ce niveau de risque et quelles mesures je peux prendre pour les atténuer. Lorsque le risque est élevé, il faut aller beaucoup plus loin. Donc c'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact et c'est vraiment du coup une analyse supplémentaire, distincte de celle dont je viens de vous parler. Elle est obligatoire dans un certain nombre de cas qui sont définis par la CNIL comme étant des cas de risque élevé et pour lesquels il est nécessaire d'effectuer une analyse d'impact, quelle que soit votre appréciation personnelle. Et donc Anthony vient de le mentionner, il ne s'attendait pas forcément à ce que certains traitements qu'ils effectuent aux hospices civils tombent sous le coup de cette obligation d'analyse d'impact. C'était le cas. Mais même si donc, vos traitements ne figurent pas parmi cette liste de la CNIL, il est possible que votre traitement pose un risque élevé pour les personnes et vous devez alors effectuer l'analyse d'impact. Donc nous, on considère que c'est le cas pour la publication des décisions de justice et pour les pages avocats, et donc on est en train de réaliser des analyses d'impact à ces sujets pour essayer de vérifier où on en est à ce niveau-là, sachant que donc il y a quand même des exceptions dans le RGPD. Le RGPD dispose que si vous aviez un correspondant informatique et liberté ou l'équivalent, quelle que soit la loi nationale, et que les traitements figuraient dans son registre, vous avez 3 ans à partir du 25 mai pour effectuer votre analyse d'impact. Donc on est dans ce cas-là de réflexion sur la durée. Et donc le corollaire de tout ce que je viens de dire, c'est la protection des données dès la conception. C'est-à-dire que là, on est plus dans tout ce que je viens de décrire, c'est des attitudes plutôt réactives, mais la sécurité est au cœur du métier du TPO dès la conception des traitements, puisque c'est notre devoir de nous assurer que les données soient traitées dans des manières qui garantissent le respect de toutes les règles, y compris du coup la sécurité. Et l'un des aspects mentionnés par l'article 25 qui gère tous les aspects privacy by default et by design, c'est la minimisation des données. Donc là, c'est vraiment un principe assez compliqué à mettre en œuvre, surtout quand on dit bio interne. Donc on nous présente une fonctionnalité, un traitement, et on nous dit on va traiter toutes ces données qu'on a à disposition et on va être capable de faire tel nouveau graphique, mettre en ligne telle nouvelle décision. Et donc là, c'est le rôle du TPO dans ce cas-là, selon moi, c'est vraiment un rôle de conseil, expliquer, poser des questions. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, ça requiert une vraie pluridisciplinarité, un dialogue avec toutes les équipes. Est-ce que vous êtes sûr qu'on a besoin de ces données particulières pour atteindre notre but? Est-ce que même ce but est légitime? Donc vraiment toute une démarche de remise en cause, de questionnement perpétuel. Donc là on a vu, on était assez haut niveau, maintenant on va voir comment ça se décline de manière un peu plus quotidienne, mais toujours au niveau du texte. Donc le registre, c'est peut-être là l'obligation principale du responsable de traitement aujourd'hui. Il doit rendre compte de l'ensemble des traitements effectués, détailler les données qui sont traitées, à qui elles sont transférées, pourquoi, et aussi les mesures organisationnelles et techniques qui ont été prises en application de l'article 32 donc sur la sécurité. Il faut écrire une présentation générale des mesures de sécurité qui ont été prises. On a aussi la question de la sous-traitance. Il y a une obligation de ne faire appel qu'à des sous-traitants qualifiés. Donc ça, c'est un cas assez intéressant puisque nous, on est une boîte de SaaS, Software as a Service. On vous propose notre logiciel via Internet et vous vous y connectez. Et on fait nous-mêmes appel à un très grand nombre de SaaS pour fournir nos services, notamment pour ce qui est, par exemple, de Google Drive, pour ce qui est de nos emails,
pour ce qui est de nos services informatiques d'hébergement, pour ce qui est de la sécurité aussi, on a pas mal de trackers de sécurité, de mesures d'audience qui sont fournis en SaaS. Donc en fait, dans ces cas-là, c'est extrêmement compliqué de mettre en œuvre cette obligation de faire appel à des sous-traitants qualifiés, puisque vous n'avez pas de négociation, à moins que vous soyez une très très grosse boîte, vous n'avez pas de négociation avec la partie en face. Vous souscrivez à l'abonnement et c'est fini, vous êtes client. Donc ça requiert un gros travail là d'analyse des différents sous-traitants, voir qui a été victime de failles ou non, quelles sont leurs garanties disponibles sur leur site, éventuellement donc, contacter les supports et tenter d'entamer une négociation, même si donc, tout le monde n'est pas forcément ouvert à ces négociations. Revoir les contrats, la plupart du temps c'est des CGU, leur Data Protection Agreement, le contrat de sous-traitance va être disponible en ligne, vous n'avez pas forcément la possibilité de le négocier, donc il faut quand même le relire. Et donc c'est une situation un peu complexe, mais qu'il est nécessaire de traiter. J'évoquais en début de présentation le contrat de confiance que le RGPD tente de mettre en œuvre en faisant une garantie entre la libre circulation des données d'un côté et la sécurité de l'autre. Le cas de Darty est assez ironique, puisqu'ils ont fait l'objet d'une des plus grosses condamnations sous l'empire de la loi informatique et liberté, 100 000 € pour une violation de sécurité qui était directement liée à une défaillance de leur sous-traitant. Ils avaient mis en ligne, fait développer en externe une page de service après-vente qui ne comptait pas utiliser, mais qui restait en ligne, qui souffrait d'une faille de sécurité qui permettait à n'importe qui de visualiser l'ensemble des réponses au questionnaire de l'ensemble des personnes qui avaient répondu. Donc, énorme faille, et la CNIL dit clairement c'était pas parce que c'est la faute du sous-traitant qui donc, a vraiment défailli dans sa prestation technique que Darty n'est pas responsable, que Darty n'aurait pas dû vérifier que la page fonctionnait bien ou non, aussi puisqu'il ne comptait pas l'utiliser, in fine, la mettre hors ligne tout simplement, et donc énormément contre Darty. Surtout, ils n'ont pas répondu à la mise en demeure. Alors, ça c'est peut-être ce qui explique le montant suprême de l'amende. De ce que je me souviens du cas, ils ont été félicités pour leur collaboration post-mise en demeure. Mais effectivement, il y a peut-être eu un défaut au départ. Donc ça, c'est un autre rôle du DPO que je comptais évoquer plus tard, mais évidemment, le DPO est le contact privilégié des autorités et c'est à lui d'essayer de faire en sorte que ce genre de cas n'arrive pas. On continue. Donc l'évaluation de données, je ne vais pas du tout revenir sur ce que Blandine a dit, mais évidemment, la sécurité est au cœur de ces obligations. Et donc le seul petit point sur lequel je pourrais éventuellement rajouter une précision, c'est sur le devoir de se tenir informé. Et c'est probablement pour le DPO l'aspect le plus compliqué. Il faut essayer de faire comprendre aux responsables de traitement que c'est génial d'avoir mis en place plein de mesures de sécurité et de pouvoir assurer à tous ses clients que le service est fiable, mais il faut en plus mettre en œuvre plein de systèmes de monitoring pour être sûr, pour les notifier dès qu'il y a une faille. Et ça, c'est un aspect essentiel qui est compliqué aussi à mettre en œuvre. Et enfin, donc, dans les obligations générales du RGPD liées à la sécurité, il y a évidemment la désignation du DPO, qui est facultative dans certains cas, qui est obligatoire dans d'autres. Je vous ai listé là, et en fait, on voit que les cas qui sont hors organisme public sont en fait des cas où il y a des risques élevés pour la sécurité des personnes, et donc des problèmes de sécurité. Donc la désignation même du DPO de manière obligatoire est intimement liée à la notion de sécurité. Ce qui m'amène donc à notre deuxième partie, la pratique de la sécurité par le DPO. Le DPO est nommé, c'est la CNIL qui utilise le terme de chef d'orchestre de la conformité. Qu'est-ce que ça veut dire, chef d'orchestre de la conformité? Déjà, ça implique que le DPO doit être associé à toutes les questions de données personnelles, que son avis doit être toujours pris en considération, mais ça implique aussi des obligations pour le DPO lui-même. Il doit être capable de comprendre ce dont il parle.
Et comprendre son typage, ça se découle à plusieurs niveaux. Bien sûr, il doit maîtriser les textes, il doit maîtriser le business, comprendre pour quel client, lorsque c'est un DPO externe, on intervient, ou en interne, donc comprendre le produit vendu par sa boîte. Il doit aussi être capable de comprendre ce que c'est que la sécurité informatique. Donc c'est un devoir assez lourd en termes de qualité professionnelle tout court et aussi en termes de formation continue, puisque donc vous l'avez entendu toute la journée, toutes les obligations, enfin tout l'environnement numérique ne fait qu'évoluer, les risques avec eux, et donc un DPO doit nécessairement passer énormément de temps à se tenir au courant de tout ce qui se passe, des évolutions d'actualité. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de cet exemple d'un ordinateur quantique qui débarquerait et rendrait obsolète tous les systèmes de chiffrement actuels. Ben voilà, c'est essentiel de se former à ça, mais donc de comprendre à la base comment le chiffrement fonctionne, pouvoir conseiller son organisme sur les bons algorithmes à utiliser selon le degré de risque. Et donc c'est une exigence permanente du DPO. Donc c'est aussi le soutien dans l'ensemble des devoirs de l'organisme et dans tout ce qu'on vient de voir en fait. Donc là-dessus, les articles 37 à 39 détaillent vraiment le métier du DPO. Son métier implique une prise en compte des risques. Donc ça, c'est une appréciation très pragmatique. En interne, vous allez vous occuper prioritairement des traitements à risque élevé et ensuite des traitements à risque plus faible. C'est très logique, mais donc c'est jamais superflu de le rappeler. Il doit évidemment être consulté en cas de violation de données personnelles. Il doit donc effectuer un audit de la sécurité interne, ce qui implique, s'appuie sur sa forte indépendance qui est garantie par le RGPD. Que vous soyez donc un DPO interne ou externe, vous devez être indépendant et vous devez pouvoir prouver cette indépendance. Donc nous, par exemple, chez Doctrine, la manière dont c'est organisé pour tenter à la fois de répondre aux problématiques de conflit d'intérêts et d'indépendance. Donc je suis responsable juridique et délégué à la protection des données personnelles. J'ai une directrice juridique qui est la décisionnaire sur tout ce qui est traitement et je lui réponds pour mon travail de responsable juridique. Et en revanche, je suis en lien direct avec la direction pour tout ce qui est données personnelles. Et donc on essaye comme ça de trouver une organisation qui permette d'assurer une indépendance au regard des problématiques données personnelles, tout en assurant qu'il y ait quand même un organe décisionnaire qui ne soit pas moi sur ce qui est traitement de données. Quelle forme ça prend? Tu as une lettre de mission? Comment ça se passe? On vient d'adhérer à la charte de la FCDP, partenaire de la journée. Partenaire de la journée. Donc AFCDP, l'Association française des correspondants données personnelles, qui regroupe donc un très très grand ensemble de DPO et personnes passionnées par la protection de données de manière générale, qui a rédigé une charte de déontologie qui permet notamment de garantir cette indépendance. Donc on a envoyé cette charte il y a peu pour justement aussi répondre à cette problématique. Évidemment, le DPO doit être consulté lors de l'analyse d'impact et va aider à sa rédaction, même si elle relève toujours de la responsabilité du responsable de traitement. Il va conseiller sur les mesures à mettre en œuvre et surtout donc être le point de contact de la CNIL dans tous les éléments. C'est vraiment un aspect essentiel. Moi, par exemple chez Doctrine, qui a effectivement des problématiques de données personnelles intéressantes, novatrices, potentiellement avec des risques, je suis en contact régulier avec une personne désignée à la CNIL pour certains aspects de traitement, avec une autre pour, par exemple, ce qui est l'anonymisation des décisions de justice. Et donc, c'est un dialogue permanent qui a lieu avec cette institution, qui, elle, essaie d'être pragmatique et de ne pas inhiber le développement de nouvelles pratiques, tout en, évidemment, étant la garante du respect des droits. Donc, un dialogue très intéressant, pas toujours facile, mais beaucoup de bonne volonté des deux côtés. Et donc évidemment, le DPO va aider à la gestion de la documentation et du registre. En pratique, du coup, maintenant, comment ça se passe? Next slide. Comment au quotidien est-ce qu'on peut vraiment conseiller, aider et répondre à ces obligations de sécurité? L'une des premières mesures vraiment poussées par le RGPD, c'est la pseudonymisation.
Donc la différence avec l'anonymisation, et c'est pour ça que normalement je n'ai pas fourché dans ma présentation, je n'ai parlé que de pseudonymisation, parce que l'anonymisation RGPD est quelque chose de très compliqué à atteindre. L'anonymisation, c'est impossibilité de renverser d'une quelconque manière le traitement de la donnée et donc de retrouver la personne concernée. La pseudonymisation, c'est donc tout ce qui n'est pas anonymisation mais qui n'est pas donné, la donnée nominative non plus. Donc entre deux, le cas typique, c'est un numéro client par exemple, c'est un pseudonyme. Et donc, en fait, la pseudonymisation en interne permet déjà de garantir la sécurité. Puisque si vous séparez les données, si vous effectuez une vraie pseudonymisation de données, qu'il y a donc par exemple qu'une seule table où il y a le nom de la personne concernée et ensuite tous ces différents pseudonymes en interne, et ben s'il y a une violation des données d'une table dans laquelle il n'y a qu'un pseudonyme, vous aurez répondu votre obligation de sécurité, puisqu'il sera compliqué pour la personne qui aura obtenu ces données de retrouver la personne concernée. Donc la pseudonymisation des données à caractère personnel, c'est quelque chose nous on essaie de promouvoir énormément. C'est en plus une recommandation de la CNIL en ce qui concerne la publication des signes de justice en ligne, mais c'est par exemple quelque chose qu'on a mis en œuvre avec nos SAS de mesure d'audience. On essaie vraiment de comprendre comment notre service est utilisé au quotidien, et au lieu de leur envoyer le numéro client, le nom, l'email ou même l'adresse IP de nos clients, on envoie un pseudonyme unique généré spécifiquement pour ce service de mesure d'audience, pour que donc il n'ait que de la donnée agrégée qui soit très difficilement rattachable à la personne concernée dont on étudie le comportement pour améliorer notre service. Donc c'est vraiment un exemple concret de mesures qu'on peut prendre. Il y a aussi la segmentation des accès. Donc là, c'est aussi des bonnes pratiques en interne. Est-ce que vos commerciaux ont besoin d'avoir accès, donc en l'occurrence chez nous, aux décisions de justice non pseudonymisées? La réponse est non. Donc il y a par exemple chez Doctrine vraiment une poignée de personnes qui peuvent éventuellement avoir accès aux décisions de justice non pseudonymisées, les décisions de justice intègres, parce que ces décisions peuvent retenir des données parfois très privées, et donc les accès sont très segmentés. À l'inverse, les ingénieurs de Doctrine n'ont pas besoin d'accéder aux fiches prospects qu'on a sur nos clients ou les personnes qu'on démarche. Et donc, pareil, il n'y a que les commerciaux qui ont accès à ces données, et les accès non habituels font l'objet d'autorisation de la part des personnes décisionnaires. Donc c'est vraiment segmenté en interne qui peut accéder à quoi pour garantir à nouveau une haute sécurité. Un point intéressant que j'ai remarqué pendant la préparation de cette présentation, c'est que la sécurité du réseau est un intérêt légitime, donc une base légale, l'une des 6 bases légales qui est nécessaire d'avoir pour que le traitement soit licite. C'est le considérant 49 qui dispose que traiter des données à caractère personnel pour garantir la sécurité du réseau est un intérêt légitime. Et donc ce qui donne tout un ensemble d'exemples, notamment donc traiter des adresses IP pour prévenir une attaque par déni de service répond à un intérêt légitime. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'il est recommandé de faire, un traitement paradoxalement, mais pour garantir la sécurité. Enfin, deux derniers points de manière encore très pratique. Il y a tout un tas de normes internes qu'il est possible d'adopter pour répondre aux obligations de sécurité. Et là encore, c'est le rôle du TPO de les conseiller et de les mettre en œuvre. Donc il y a d'abord les codes de conduite approuvés. Donc le RGPD permet aux autorités de contrôle, la CNIL, d'approuver des codes de conduite. Et donc une fois que vous mettez en œuvre un code de conduite approuvé, vous savez que vous offrez des garanties de fiabilité à condition évidemment de correctement les mettre en œuvre. On retourne sur l'exigence de responsabilité. Vous pouvez également, ça va se développer, faire l'objet d'une certification. Donc la CNIL vient de publier il y a un mois, il me semble, ces guidelines sur la certification d'organismes. Et enfin, ça va être l'objet d'une présentation juste ensuite. Vous pouvez mettre en œuvre une charte informatique. Donc je ne vais pas détailler tout ce qui doit être fait dans le cadre de la charte informatique, parce que ça va être fait juste ensuite. Mais il y a tout un tas de problématiques concrètes, de pratiques concrètes que vous pouvez mettre en œuvre. Alors j'aime bien cette illustration
de XKCD sur les mots de passe. On a parlé tout à l'heure donc de la nécessité d'avoir des mots de passe compliqués à trouver. Et effectivement, donc, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre. On n'impose pas des mots de passe compliqués à retenir avec peu de caractères, mais au contraire, vraiment un nombre élevé de caractères pour être sûr d'avoir des mots de passe compliqués à hacker. Correct Horse Battery Stable est donc plus compliqué à pirater que Troubadour et 3. Et donc pour ça, je pense que ce sera traité juste ensuite. Et donc en dernier point qui me tient particulièrement à cœur, au quotidien, il y a plein d'autres mesures qu'on peut mettre en œuvre. Et donc moi, deux dont je suis particulièrement friand, c'est le legal design et donc ce que j'ai appelé autres bonnes pratiques qui sont liées à la culture d'entreprise. Donc le legal design, c'est un mouvement assez difficile à définir clairement, mais concrètement, c'est réaliser que le langage juridique est incompréhensible pour la plupart des gens, ce qui nuit fortement à l'application des règles, à leur compréhension et à leur mise en œuvre, et que donc les juristes ont un devoir de clarifier leur langue pour la rendre accessible et pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle et collaborer. Et surtout dans le cadre d'une activité pluridisciplinaire. Là, je vais te dire à ta place, tu ne peux pas dire ça. Allez voir la politique de confidentialité de Doctrine que je donne moi-même en exemple de legal design. Vraiment, tu as fait un super bon boulot à ce sujet-là. Je te remercie, tu viens me faire rougir. Et en fait, c'est pas encore fini. Là, on a fait un premier effort de rédaction. Maintenant, je vais travailler avec des designers en interne pour que ce soit même une expérience utilisateur. C'est-à-dire que c'est tenter de concevoir la norme juridique, ou en l'occurrence le document juridique, comme quelque chose de beaucoup plus profond qu'une série de clauses. Et on peut vraiment tenter d'avoir une expérience agréable autant que n'importe quel logiciel lorsqu'on lit un document juridique. Et c'est ce qu'on va tenter d'accomplir. Donc là, moi j'ai mis un autre exemple qui est notre notification de vidéosurveillance. Nos locaux sont filmés dans un but de sécurité. Et donc on a cette affichette dans nos locaux, je l'ai coupée sur le bas. Donc le but c'est d'attirer fortement l'attention par un message clé. Vous entrez, vous voyez ça tout de suite, et il n'y a pas de doute sur le but du message. Et ensuite ça incite à vous rapprocher pour lire le détail. Donc là vous voyez, on est vraiment dans une conception vraiment de designer du message juridique. Et ensuite c'est une vraie notification sur la manière de procéder. Une information, pardon. Et donc, dernier point là-dessus, autre point qui me tient à cœur, c'est vraiment essayer de participer à la culture de l'entreprise. Et donc, nous, chez Doctrine, on utilise Slack, qui est un système de discussion interne. Et j'ai tenté, du coup, de voir comment est-ce que je pouvais mettre Slack à profit pour diffuser la bonne parole RGPD. Et donc, il y a une première pratique qu'on a, c'est pour la sécurité. On parlait tout à l'heure des filtres de confidentialité, donc c'est essentiel, on les a mis en œuvre chez Doctrine. Il faut aussi toujours verrouiller son ordinateur. Puisque donc, si quelqu'un se balade dans vos locaux et tombe sur un ordinateur non verrouillé, il pourra accéder à toutes vos données. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque personne qui ne verrouille pas son ordinateur est quasiment garantie d'avoir quelqu'un qui va prendre son ordinateur et poster sur notre Slack un message petit-déj, et la personne sera ensuite obligée d'acheter des croissants le lendemain matin. Donc tout bête, ridicule, ça fait sourire, ça fait rire, et en fait ça fait rentrer dans les mœurs des bonnes pratiques. De la même manière, sur Slack, vous pouvez réagir à des messages avec des emojis. Et vous pouvez personnaliser vos emojis. Et donc on a mis en place deux emojis, l'emoji marteau GDPR et l'emoji médaille GDPR. Donc vous comprenez très vite le principe. Dès que quelqu'un poste un message qui pourrait poser des problèmes relatifs à la protection des personnels, le marteau qui tombe. Dès que quelqu'un, au contraire, met en œuvre une bonne pratique, la médaille. Le but étant, par ces petites pratiques et qui s'adaptent vraiment à la culture d'entreprise, de diffuser l'esprit RGPD. Et j'ai constaté que ça marchait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait mis en place les emojis, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir pour discuter, me dire qu'est-ce que tu penses de ce projet que j'ai, ah tiens, j'ai remarqué que j'avais telle extension de navigateur installée, est-ce que ça pose des problèmes, et ainsi de suite.
Et en fait, je suis dans les temps, puisque c'est la fin de mon propos, j'ai pas pu résister à un gif de fin. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler de ces sujets ou évidemment d'autres. Merci.